Bonjour, bienvenue, c'est Daniel pour Daniel JR Game Art. Aujourd'hui, je voudrais vous proposer une série d'exercices dans un style qu'on nomme en anglais Art Surface. Donc en fait, c'est des textures, enfin c'est des surfaces qui sont très précises, plutôt mécaniques, électroniques, industrielles. Euh, donc on peut avoir des applications dans le domaine aérien, spatial. Ça peut être très intéressant à faire et c'est bien de le maîtriser. Alors, dans mon cas, je me suis basé sur les travaux de Andrew Hodgson, pas facile à dire, il est là, voilà. Il a créé 8 objets, je vous les montre. Alors, il les a modélisés en 3D avec Maya. Et donc, on peut voir ici sa construction. Donc, c'est une modélisation polygonale avec une subdivision pour avoir le maximum de fluidité et de netteté possible. Voilà, donc j'ai tenté de reproduire ces parties, ces 8 parties, avec Substance Designer, donc c'était vraiment juste un exercice. Il ne s'agit pas d'avoir créé des textures utilisables dans un projet, c'était juste pour montrer vraiment ce qu'on pouvait faire avec Substance Designer. Donc je vous montre ce que j'ai réalisé. Voici la première partie. Et voici le huitième exercice, la huitième partie. Avant de continuer et de vous montrer les quelques techniques que j'ai utilisées, je voudrais vous parler de la combinaison possible et utilisable entre height maps pour faire du displacement et normal maps pour tout ce qui est détail de surface. Donc là, on n'a que la normal map qui est active. On peut le voir, si on se met à l'horizontale, c'est complètement plat. On peut, dans certains cas, avec ce type d'exercice-là, ce type de surface, utiliser la height map. C'est assez difficile à faire puisqu'on va très vite avoir des artefacts, des petits ennuis. Je vais vous montrer, on va l'activer. Je vous montre la height que j'ai un petit peu égalisée pour pas avoir de surfaces qui ressortent trop des autres. Et il y a certains détails, comme les petits cercles, que j'ai laissés dans la normal map. Je pense que ça suffit. Ces petits trous, j'aurais pu aussi les laisser dans la normal map, et probablement aussi, ainsi que ce petit ventilateur. J'aurais pu en fait laisser tout ce qui est détail dans la normal map. Par contre, tout ce qui est censé donner vraiment de la profondeur à la forme générale, on peut le mettre dans la height map, à condition, je pense, d'utiliser un peu de blur. Donc on va gonfler la height map. On joue, vous voyez là sur le scale, on va aller jusqu'à 1. On va se mettre en plein écran pour se rendre compte de la profondeur. Donc là, c'est presque comme si on avait une vraie forme modélisée, géométrique, avec un rendu, bon, à peu près correct, sauf bien sûr, ici, là, ce petit ventilateur, et puis éventuellement ces surfaces qui sortent aussi, qui sont dans la heatmap. Je pense que tout ça, ça aurait pu rester dans la normale. Ici, ça se passe plutôt bien pour les petits trous. On voit qu'avec le moteur OpenGL de Substance Designer, on a un rendu avec le displacement qui est quand même pas mal, qui est, je trouve, assez correct. Mais qui n'est pas non plus idéal. On voit que si on se met un peu loin, on a quand même de l'aliasing sur les côtés, sur tous les côtés. Vous avez aussi, bien sûr, si vous êtes dans un moteur de jeu vidéo comme Unreal Engine, CryEngine, Unity et bien d'autres, ainsi que Marmoset Toolbag, ça va être beaucoup plus difficile. Il va falloir un plan géométrique. Là, j'utilise le plane iRes, qui a beaucoup de subdivisions. On peut se rapprocher.
Il y a vraiment beaucoup de vertices, beaucoup de points, beaucoup de faces. Donc je pense qu'on peut arriver avec un logiciel comme iRay à avoir une qualité de displacement pas trop mauvaise. Mais vous allez voir, ça va pas être terrible. On va faire le test. Voilà, on va utiliser iRay et vous allez voir que avec iRay et tous les moteurs de jeu, tous les moteurs de rendu temps réel, on va avoir des problèmes. Alors bien sûr, je dois lui spécifier une valeur pour la height. Donc on voit qu'on a un petit peu de profondeur. Et puis partout où en fait on a de l'aliasing, donc des diagonales, on peut voir que notre displacement est malheureusement assez mauvais. On peut le corriger, je pense, et pareil pour les détails, comme ici. Les petits trous. Alors les petits trous, on a dit qu'on pouvait le mettre dans la normal map, donc ça ira très bien. Ça aussi, on pourrait le mettre dans la normal map, ainsi que peut-être les ouvertures, mais enfin bon, c'est quand même intéressant d'avoir un peu de profondeur à ce niveau-là, je trouve. Mais comment faire pour corriger ce détail-là? Alors peut-être avec du blur. Donc voilà, je viens d'appliquer un léger blur à la heighmap, très léger, mais je pense que ça va être à peu près la même chose. On va réessayer avec iRay. Voilà, avec une heighmap légèrement floutée, c'est un tout petit peu mieux, mais voilà, c'est vraiment pas terrible encore. Donc attention quand vous avez de l'aliasing, quand on voit les pixels sur des découpes, donc surtout sur des diagonales. Voilà, vous aurez des problèmes et ce sera la même chose avec à peu près tout. À peu près tous les rendus, tous les moteurs de rendu. On voit avec le flou, on a légèrement amélioré les choses sur le petit ventilateur et sur les points ici. Bon voilà, tout ça, donc ça peut être mis sur la normal map de préférence. Mais si vous avez vraiment des gros soucis comme ça là, n'utilisez tout simplement pas de height-map. C'est ce qu'on peut conseiller. Donc voilà, il faudrait beaucoup de subdivision pour avoir un résultat pas forcément bon d'ailleurs, comme c'est le cas, comme c'est le cas ici. Si j'en avais deux ou trois fois plus, ou quatre fois plus, si j'avais quatre fois plus de phases de polygones, peut-être qu'on aurait un résultat correct, mais encore, c'est pas garanti. Donc c'est pas possible, on peut pas avoir dans un jeu vidéo, dans n'importe quel rendu temps réel, on peut pas avoir autant de polygones. Donc on va s'en passer. On va rester avec la normal map. Donc voilà, on s'assure bien que notre scale ici est à 0. On s'assure bien d'être en rendu OpenGL. Même si, attention, dans le cas de Substance Designer et du rendu OpenGL, quelle que soit la surface, on peut prendre par exemple un simple cube, on aura la même qualité de displacement. Je ne sais pas très bien effectivement comment il s'y prend. Si vous savez, vous pouvez nous en parler. Il faut que j'enlève que je remette. Voilà, on va enlever celui-ci. Voilà, on voit qu'on a une qualité displacement là qui est correcte. Et là, on est bien dans le cas de Substance Designer. Donc, tant que vous êtes dans Substance Designer, je pense que vous pouvez vous essayer à utiliser des heightmaps. Le rendu est plutôt bon, quelle que soit la surface que vous utilisez. Là, on voit même pas de géométrie. Enfin, c'est très faible. Il y a très peu de subdivision dans ce cube. Si on prend un rounded cube, on en voit plus. Et pourtant, c'est pareil, c'est la même qualité de displacement. Et si je prends le high res,
Même qualité de displacement, même chose. Et pourtant, on a bien plus de polygones. On va se contenter, on va enlever ça. Et si on floute légèrement la height-map, ça peut être intéressant de voir si on peut arranger par exemple des détails comme ici. On n'a pas besoin de flouter beaucoup, mais peut-être comme ça. Ouais, déjà, ça arrange un petit peu les choses. Un petit peu. Ça, c'est quand même mieux de l'avoir que dans la normale. Et là, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, displacement avec le rendu OpenGL de Substance Designer, c'est OK. En dehors, sur ce type de sujet, sur type de surface, très nette, très précise, je le recommande pas. Contentez-vous d'une géométrie, d'un objet 3D avec une géométrie bien pensée, low polygone, et de mettre tous les détails dans la normal map. Et puis c'est parti, je vais vous présenter un ensemble de techniques sur chacun des 8 exercices. Il y a des choses relativement évidentes et simples, et puis d'autres qui le sont un petit peu moins, qui sont un peu plus tricky. Donc là, ce qu'on a voulu faire, c'était... Alors, je vous montre l'original. À chaque fois, je vous montrerai l'original. Donc on a un plan incliné ici, surface plane, horizontale, plane aussi mais inclinée, et puis des détails, soit qui ressortent, soit qui entrent dans la surface. Donc le plan incliné, j'ai commencé par ça. Il vous suffit de créer une shape rectangulaire dans ce cas précis, avec un gradient, que vous pouvez corriger un petit peu éventuellement. Et avec un multiply, votre gradient s'applique uniquement là où vous avez votre shape. Voilà. Ensuite, je l'ai transformé. J'ai fait une rotation. Et puis, j'ai décidé, il a fallu que j'associe ce gradient, donc le plan incliné, avec un plan horizontal. Donc ça s'est fait avec un blend et un blending mode fixé sur max lighten. Voilà, j'ai dû appliquer un léger flou. Voilà, pour que notre surface ait un effet, que les bords nous paraissent légèrement arrondis. Le flou sert à ça. Et puis ensuite, il a fallu découper des formes ici, en bas à gauche et à droite. Voilà, là j'ai fait un subtract, une barre verticale, une autre avec une rotation, je pense, à 45 degrés. Et voilà, on a une barre verticale qui va être utilisée ici, après une transformation, et que l'on vient soustraire de la forme principale, avec un subtract. Même chose pour la partie gauche, ici, voilà, un subtract. Voilà, c'était très simple. Ensuite, on a ajouté notre premier détail, qui est ce que j'appelle une hockey stick, une crosse de hockey. Donc comment on a fait cette hockey stick? Il a fallu, en fait, je me suis d'abord occupé du coude, qu'on voit ici. Pour faire un coude comme ça, vous avez plusieurs solutions. Je vous en montrerai une autre, en tout cas un peu plus loin. Mais vous pouvez partir d'une sphère, d'un cercle en tout cas, dont vous gardez un quart. Pour garder un quart de cercle, j'ai simplement utilisé la cropping area du blend node, et j'ai enlevé une partie en haut et une partie à gauche. Donc top et left. J'ai changé l'orientation et j'ai soustrait de ce quart de cercle une sphère d'un diamètre un peu plus petit. Et on obtient ce résultat. Ensuite, c'est très simple, il vous suffit avec un max lighten d'ajouter une barre horizontale
et une barre verticale. Voilà, aucun souci. Vous pouvez ensuite commencer à travailler l'allure, donc les bords. J'ai appliqué un léger flou. J'ai corrigé le rendu avec un curve node. Le curve node est très intéressant pour ça, pour vraiment travailler vos surfaces un peu plus précisément. Travailler les détails en tout cas. Un transform node. Et voilà, j'ai pu ajouter exactement où je voulais mon détail. Alors attention, il a fallu que je corrige la valeur de la couleur, la valeur lumineuse de la forme principale. Si je ne le fais pas, le détail ajouté disparaît. Le détail étant blanc, il faut que ma forme principale ne soit pas exactement aussi blanc. Elle doit être légèrement atténuée. Donc en fait on est dans un gris assez élevé. Et avec le Max Tighten, ça passe bien. Voilà, on pourrait parler aussi de ces cercles concentriques qui viennent pénétrer la surface. Donc la technique, c'est bien sûr un subtract dont on peut faire varier l'intensité. C'est très intéressant d'avoir cette marge de manœuvre. Le Substance Designer est vraiment très bien pour ça. Donc comment ces cercles ont été créés? De façon très basique. J'ai simplement combiné 4 cercles entre eux avec des niveaux de grille différents. Et comme c'est un subtract, plus on va vers le blanc, donc plus la valeur est élevée, plus c'est clair, plus la pénétration dans la surface sera importante. Et l'inverse est vrai. Par exemple, le cercle le moins clair sur le pourtour rentrera assez peu dans la surface. Et donc plus on va vers le centre, plus ça creuse. Une fois qu'on a notre détail, notre forme, on peut venir le placer exactement où on veut, avec des nœuds de transformation. Et voilà, on a exactement ce qu'on veut. Ensuite, on continue avec d'autres détails et on arrive à ce résultat. Avec les bonnes valeurs, les bons niveaux. Je vais vous montrer aussi rapidement comment j'ai fait les images finales de sortie, les outputs. Sachant que là, en fait, il n'y a pas de texturing à proprement parler. Il s'agit de quelque chose de très simple, de très neutre. Donc la couleur, elle est unie. J'ai un blanc uni. La normal map, en fait, elle est complètement basée sur le final, en niveau de gris. J'ai mis une valeur relativement élevée, pas trop non plus, de 8,8. Pour la roughness map, aucun détail, rien de spécial, j'ai simplement mis une valeur de 95. Métallique, j'ai considéré que tout était métallique. Comme quoi, vous voyez, c'est effectivement très simple. Pour la height map, là, dans cette situation, je me suis simplement concentré sur la forme principale. J'ai laissé hors de la height map absolument tous les détails. Donc on pourrait voir ce que ça donne. Hein. Voilà, si je mets la height map, en fait, l'inclinaison commence à fonctionner. On a vraiment l'impression d'avoir un vrai objet. Donc je le remets à 0. L'opacity map est très importante, c'est elle qui va venir découper l'objet dans l'espace et nous donner l'illusion que c'est un objet et pas une texture, pas un carré. Et puis j'ai mis un peu d'ambient occlusion afin d'apporter un peu plus de profondeur au rendu. Mais c'est tout. Donc voilà pour ce premier exercice et les maps. On va passer au deuxième tout de suite. Ici, pour celui-ci, il y a deux choses dont j'aimerais parler. D'abord ce inset en forme d'arc de cercle ici, et puis les pattes arrière que j'ai nommées tabs
dont on verra comment elles ont été insérées dans la forme principale. Donc, commençons par ce détail ici. Alors c'était pas évident à faire, il y a certainement d'autres techniques qui peuvent être intéressantes. Je vais vous montrer ce que j'ai trouvé. Sachant qu'on doit aboutir au final à juste ça. Donc j'ai utilisé un ensemble de lignes et un masque pour que le subtract ne se fasse que au niveau du masque. Donc comment ces lignes ont été faites? Alors je suis parti de la forme de base qu'on a ici. Voilà. Et j'ai deux versions. Celle de base, mais alors complètement blanc, un blanc solide uni, et une version légèrement réduite, mais centrée aussi. Ensuite, j'ai utilisé ce qu'on appelle le Shape Stroke Grayscale, qui permet d'avoir une ligne uniquement sur le contour. Idem ici, et si je les combine entre elles avec un Max Lighten, voilà. Donc déjà, on a la ligne extérieure et intérieure. C'est déjà bien. Ensuite, je me suis... Alors, il faut savoir que cette forme-là est centrée, le point central, celui qui est ici, là, au niveau du cercle, c'est vraiment le centre du carré. Donc j'ai utilisé un splatter circular, voilà, qui vient tracer des lignes à partir du centre. Et puis, j'ai utilisé un random mask de 0,08 déjà pour filtrer un petit peu, pour garder uniquement les lignes qui m'intéressent, en grande partie en tout cas. Un léger blur, et puis ensuite, et un petit curve, et ensuite un masque. Donc là j'ai peut-être triché un peu puisque j'ai utilisé un nœud SVG. Donc c'est du vectoriel. Donc je l'ai simplement tracé à la main. Voilà, j'ai tracé le masque à la main. Et puis comme je vous ai montré tout à l'heure, ça nous permet de localiser la région sur laquelle on veut nos lignes. Et voilà comment on a pu obtenir le inset en arc. Pas évident, mais bon, je pense qu'il pourrait y avoir d'autres méthodes. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Ensuite, on peut s'intéresser à ces petites pattes, les trois pattes. Alors pas comment elles ont été faites, parce qu'il n'y a pas de... Il n'y a absolument rien de spécial, hein. C'est un peu la technique qu'on a vue avec l'exercice numéro 1. On a un plan incliné, on a deux plans horizontaux et un plan incliné. Ce qui peut être intéressant, c'est comment on les a insérés. Là, j'ai utilisé le copy. On pourrait utiliser le multiply. Ça change pas grand-chose. Mais ce qui est important, c'est qu'on a un masque qui nous dit exactement où ça doit aller. Donc on va se mettre en copie. Et si on n'a pas de masque, pas en copie, pardon, en Max Lighten. Et si on n'a pas de masque, évidemment, les formes viennent se confondre. Donc ce qu'on pourrait faire éventuellement, c'est venir corriger avec des levels, lui dire, bah toi, il faut que tu sois un peu moins blanc, un peu moins fort en valeur, et toi, un petit peu plus. Sachant que déjà, cette horizontale est à fond. Mais bon, pourquoi pas. Voilà. Donc ça marche aussi. Le résultat est pas mal, pas forcément exactement ce qu'on veut. On voit que ça dépasse un peu. Et j'aimais bien ce qu'on avait avant, où on avait l'impression vraiment que les pattes entrées étaient vraiment dans la surface. Donc on va revenir à ce qu'on avait avant. Je vais simplement faire des CTRL Z.
Alors là, c'est des détails hein, de rendu, mais ouais, c'était peut-être mieux en fait la technique sans les masques. C'est assez clean quand même, mais on a plus l'impression que vraiment la pâte est complètement imbriquée dans l'objet principal, et c'est ce que je voulais. Donc comment ce masque a été réalisé? On part des tabs, des pattes. J'ai utilisé ici un Edge Detect Node qui, vous verrez, donne un contrôle sur la taille du masque. Voilà, un léger blur et une transformation 2D pour pouvoir mettre le masque exactement où on veut. Et le Edge Detect, il est intéressant parce que on peut réduire ou augmenter la taille du masque. Donc si effectivement on veut plus d'espace, avec le Edge Detect on peut. Si on en veut moins, si on veut que ce soit beaucoup plus fin, on augmente la valeur du Edge to Width. Donc en fait cette technique d'utiliser un copy avec un masque permet d'avoir plus de contrôle et permet d'avoir une meilleure maîtrise sur le rendu final de notre objet. Et quand on travaille sur des sujets comme ça, Hard Surface, le contrôle du rendu est quand même très important. On doit maîtriser exactement ce qu'on fait. Par exemple là avec ce cercle, on peut avoir un angle ici très aigu, très net, ou alors avoir un léger arrondi. C'est ce que j'ai fait. Donc voilà pour le panneau numéro 2, je pense pas que je voulais vous montrer autre chose, on va passer au 3. Sur le 3, aucune différence, aucune nouveauté particulière, on n'a que des petits détails. J'ai juste effectivement cette petite partie là en plan incliné. On peut regarder comment j'ai fait, mais enfin c'est très proche de l'exercice numéro 1, où on a un rectangle, un gradient linéaire 1, qu'on tile un certain nombre de fois, là 11 fois en l'occurrence, ce qui nous permet d'avoir le gradient, le dégradé que l'on veut, où on le veut. On le corrige avec un levels, et on l'associe avec un max Lighten à une shape, donc une barre verticale. Et j'ai simplement utilisé, parce qu'en fait je suis venu mordre la partie basse du rectangle, j'ai simplement utilisé la cropping area avec un point 94. Si je mets un point 90, on va avoir un espace. Je trouve que c'est vraiment une fonctionnalité très intéressante de pouvoir rogner les parties verticales ou horizontales comme ça nous arrange, grâce au Blend Node. Voilà pour l'exercice numéro 3, passons au 4. Ici, il y avait un aspect intéressant, c'était de mélanger des angles droits. Alors évidemment, après avoir appliqué un blur, ce ne sont plus des angles droits, hein, mais la base de la forme, ce sont des angles droits. Vous pouvez voir ici, avant l'application du blur, on a bien des angles de 90 degrés, ici, partout en fait, sauf ici. Donc effectivement, on a un mélange d'angles durs à 90 degrés avec un angle beaucoup plus large et doux, ici. Donc il a fallu mélanger tout simplement deux rectangles, un rectangle vertical, un rectangle horizontal, que l'on mélange ici, et créer cette forme qui vient relier les deux. Cette forme elle a été créée assez simplement. Je pars d'un rectangle duquel je vais soustraire un cercle. Et voilà, on a notre angle. Une fois associé au rectangle vertical puis horizontal, on a l'angle. Je vais essayer avec vous là en direct une autre méthode.
On va simplement créer un carré. Donc on va simplement réduire le scale. Scale de, on va dire, 0.70. Donc il va falloir un blend, soustraire. On va créer encore une shape. Voilà. Avec un transform. On va venir enlever un carré, plutôt. Ici. On va utiliser un blur pour avoir nos angles arrondis. On va aller jusqu'à 20. Un histogramme scan pour avoir des contours nets. Voilà. Et on va voir si on peut obtenir quelque chose. Donc évidemment, il faudrait changer la forme ici. Ne pas avoir de tiling. Mais voilà, effectivement, ça pourrait marcher. Il faudrait bien faire les calculs. Là, je suis en mode improvisation. Il faudrait faire un truc clean, bien placé. Mais on peut aussi, c'est une autre façon de faire pour avoir cet angle voilà, qui ressemblerait à peu près à celui-ci. Voilà, deux façons de faire différentes. Peut-être un peu moins de nœuds utilisés pour cette manière. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc voilà, je pense que cette technique est un peu plus simple. Vous pouvez la privilégier. Voilà pour cet exercice numéro 4. On va passer à la suite avec le 5. Pour cet exercice numéro 5, il y a assez peu de choses que je voudrais vous montrer, mais on pourrait parler de ces barres horizontales arrondies, dont les bouts, dont les extrémités sont arrondies. Elles sont ici. Je pense qu'il y a plusieurs manières de faire ça. La manière que j'ai utilisée est assez simple. On part de rectangles. Donc de tailles différentes. On crée des intervalles entre eux. On vient mettre les deux plus petits. Et on obtient ceci. Avec un blur, on arrive à avoir l'arrondi. Et avec un histogramme scan, on vient créer de la netteté et des contours plus clean. Et avec un transform node, on vient les placer. Attention cependant, il y a une certaine limite à cette méthode. Par exemple, si vous voulez augmenter l'épaisseur de ces formes, vous pouvez changer la position, vous pouvez l'augmenter. Mais à ce moment-là, on commence à perdre nos horizontales, surtout sur les grands. Sur les petits, ça va, mais sur les grands, vous voyez, c'est beaucoup moins clair. On perd l'horizontale. C'est principalement dû à cause du blur ici. Si vous voulez réduire ce problème, il faut réduire le blur. Réduire l'intensité du blur. Et là, en augmentant la position, effectivement, on a des rectangles qui sont beaucoup plus épais. Mais on n'a plus notre arrondi. Donc attention. Le mieux, là, pour cet exercice, étant simplement de créer la forme de base rectangulaire, mais avec une demi-sphère, un demi-cercle à chaque bout.
C'est quelques nœuds en plus, mais ça vous donne quand même plus de flexibilité et peut-être que vous pourriez à ce moment-là supprimer ce blur et cet histogramme scan pour regarder seulement ce blur. Voilà comment j'aurais pu faire aussi. Passons au 6. Là, sur l'exercice 6, il n'y a vraiment absolument rien à dire de plus que ce qui a été vu jusque-là. Donc on va passer au 7. Le 7 est assez simple aussi en termes de détails. Par contre, en termes de forme, c'est un peu comme un des précédents qu'on a vu avant. On a des angles droits ou relativement sharp, pincés ici, et un angle là obtus, très doux. Donc je ne vais pas trop parler pour celui-ci, je vais simplement vous montrer comment j'ai fait. Il y a eu l'utilisation d'un Edge Detect Node. Voici pour cet exercice numéro 7, on passe au 8. Donc le 8, vous le connaissez déjà, il a été notre support pour parler de la height map et de la normal map. Sur cet exercice numéro 8, très peu de choses encore nouvelles, mais on peut parler de la manière dont ce petit ventilateur a été fait. Pour la forme principale, le seul point d'intérêt serait peut-être de parler du bevel, puisqu'évidemment faire une forme comme ça est relativement simple. Vous découpez simplement ce dont vous n'avez pas besoin, que ce soit avec le cropping area, comme c'est le cas assez rapidement ici, où j'ai découpé la partie de droite, après le bevel, parce que le bevel, lui, est appliqué sur tous les côtés. Ce qui est bien avec le bevel, c'est que vous pouvez gérer la distance du gradient. Voilà, on peut faire des gradients vraiment petits. Et vous pouvez aussi lui dire, avec le corner type, si les angles, si les coins sont ronds ou angulaires. Donc dans certains cas, ça peut être très utile. Là, j'ai choisi angulaire. Voilà pour la forme de base. Et pour le petit ventilateur, en fait, la difficulté, c'est simplement qu'on a une sorte de triangle avec, par exemple ici, 3 petites pattes qui sont placées sur un cercle à équidistance les unes des autres. Pour ça, je pense que c'est là, voilà. Pour ça, il y a, je dirais, 3 techniques différentes utilisables. Soit vous calculez tout simplement la rotation d'une patte, des 3 pattes, sur un cercle à 360 degrés, à quel angle vous devez mettre les 3 pour qu'elles soient séparées de la même distance. Vous devez avoir une rotation de 120 degrés pour chaque patte. Vous pouvez aussi utiliser, je pense, un splatter circulaire. Vous mettez en pattern d'entrée votre forme, vous mettez 3, et vous faites en sorte que
que l'orientation soit centrée. Donc center orientation sur true. Et voilà, vous avez 3 pattes dont la rotation est basée sur leur centre respectif. Le splatter circulaire est, je pense, vraiment la meilleure des méthodes. J'ai utilisé quelque chose d'un peu plus difficile, mais de visuel. J'ai simplement utilisé ma forme de base associée à un triangle. Le triangle me donne les 3 points sur lesquels je dois avoir mes pattes. Les pattes, elles sont ici. Et elles sont dirigées, je peux les placer exactement grâce à mon transformation 2D. J'en ai 3. Donc, voilà, je peux venir déplacer mes pattes comme je veux. On va voir. Voilà, ça prend effet ici. Ça peut être intéressant si vous voulez un petit peu plus de contrôle sur votre objet. Cette méthode visuelle là, du triangle peut être intéressante. J'ai aussi utilisé pour les petites pattes qu'on voit ici. Donc je me place sur le triangle et je peux déplacer mes éléments facilement. Voilà, c'est une méthode visuelle qui vous permet de travailler, qui est assez agréable à utiliser. Mais bien sûr, je pense qu'un splatter circulaire serait tout à fait utile et tout à fait légitime. Donc n'hésitez pas à utiliser un splatter circulaire quand vous avez un triangle comme ça, ou même d'autres, ou même plus d'éléments sur un cercle. Voilà pour ces exercices, cette petite introduction aux techniques propres au style Art Surface. Donc dans Substance Designer, donc on est bien d'accord, ce sont des textures qu'on a créées. On n'a pas créé de géométrie. Et toutes ces formes pourraient être combinées dans un seul carré, tout ensemble, pour créer par exemple un texture atlas. Voilà, je sais que dans les jeux vidéo, dans certains studios, on utilise cette technique-là, et on vient piocher, en fonction des besoins, dans différents textures atlas, pour texturer des éléments en dur, donc des objets, des véhicules, des bases, des stations, tout un ensemble de choses. D'ailleurs, c'est certainement quelque chose qu'on verra dans une future vidéo. Voilà, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi, et je vous dis à très bientôt pour d'autres projets, toujours dans ce style. Merci encore, à bientôt.